Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, il sera question de déploiement dans un processus de clustering. Alors, la vidéo, elle est pour tout le monde. J'espère qu'elle sera profitable à tout le monde, bien sûr. Mais je m'adresse aussi en particulier à mes étudiants du lundi matin. Ils se reconnaîtront. Voilà, on m'a dit ce que je me suis laissé dire qu'il y aura une séance qui serait évaluée. Et dans cette séance qui est évaluée là, il y a une série de tâches qui vous seraient demandées. Hein, j'en parle ici, hein, mais je vais revenir dessus tout à l'heure. Voilà, et parmi les différentes tâches qui vous sera demandées, il sera question du déploiement. En gros, l'idée, c'est que vous faites votre clustering, très bien, vous avez un modèle, en fait, qui permet d'affecter des individus à des groupes. On a un fichier de données d'individus supplémentaires, il faut qu'on puisse appliquer ce modèle-là sur ces individus supplémentaires. Comme ça, chaque individu de ce fichier de données supplémentaire, voilà, pourra être affecté à l'un des groupes qu'on a mis au jour, hein, dans la première partie du traitement. C'est ça l'idée, hein, ça l'idée de déploiement. Alors, le déploiement, on en parle depuis très longtemps. Dans CRISP-DM, il y a 20 ans, plus de 20 ans maintenant, on en parlait déjà. Rappelez-vous, hein, CRISP-DM à l'époque, on parlait de compréhension de métier, bien sûr, on ne travaille pas dans le vide. Ensuite, compréhension de données, préparation, modélisation, évaluation et déploiement. On est bien d'accord là-dessus. Alors, dans l'approche restrictive, dans la compréhension restrictive du métier de data scientist, voilà, entre guillemets, voilà, ou machine learner, si vous voulez, on s'énerve beaucoup sur cette partie-là. Modélisation et puis évaluation des modèles, voilà. Et donc, on essaie d'apprendre le maximum de modèles possible, mais ça sert à rien, ça sert absolument à rien si on ne sait pas à quoi ça sert. On est d'accord? Vous connaissez 150 méthodes, très bien, des algorithmes plein partout, mais vous savez pas à quoi ça sert, vous savez pas comment, qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin, qu'est-ce qu'il y a derrière, généralement, on enseigne beaucoup ça dans les formations, mais après, comment on l'utilise, comment on le met en œuvre, ça, généralement, on le voit très peu. Or, la mise en production fait partie du job du data scientist, hein. C'est ça. C'est pas, il faut absolument pas avoir une définition restrictive d'un data scientist qui serait, je fais uniquement des notebooks Python. Mais non, non, non. Une fois qu'on a créé le modèle, il faut bien les déployer. Et donc, on en parlait déjà, hein, en fait, il y a 20 ans de cet aspect-là. Alors, je disais que tout le monde s'excite beaucoup sur modélisation et évaluation, mais bien sûr, il y a aussi une autre partie, là, c'est le boulot du data engineer, qui fait partie du job aussi, en réalité, hein. Les données, il faut bien les chercher, il faut les organiser, il faut les référencer. Donc là, il y a tout un tas de choses à faire, là. Et ce management des données-là, le master data management, ça fait partie du boulot, en fait, en réalité, hein. Les données internes à l'entreprise, qui sont dans les entrepôts, dans les data lakes, dans tout ce que vous voulez, et aussi les données qui sont externes à l'entreprise, ceux qu'on va scraper, justement, sur les sites web, sur les réseaux sociaux, voilà, qu'on va essayer justement de faire coopérer pour trouver les modèles les plus efficaces possibles. Ou les open data, hein, qui prennent une place de plus en plus importante maintenant. Donc ça déjà, c'est un aspect important, voilà. Donc moi, je suis très attaché à ça. Je veux absolument qu'on ait une bonne maîtrise là. Voilà, ça c'est une première partie. Et l'autre deuxième partie qui est là, bien sûr, c'est la mise en production, hein. La mise en production est très importante. Voilà. Mon modèle, là, il va pas rester dans mon notebook. Il va sortir du notebook et rentrer dans le système d'information de l'entreprise. Donc, cette histoire de déploiement-là, elle est fondamentale. Et elle fait partie du job du data scientist. Hein. C'est une vue globale qu'il faut avoir. Et non pas s'énerver, j'apprends le maximum de méthodes. Ça, c'est juste pas bon, cette idée-là, hein. Il faut apprendre les méthodes. Personne ne dira le contraire, surtout pas moi. Mais il faut aller de là, il faut aller au-delà de cette idée de je connais le maximum de méthodes. Il faut voir aussi la partie application, la partie informatique, si je puis dire. Alors, je fais un petit parallèle là, ça c'était dans 2000 par là, il y a 20 ans à peu près, hein. On en parlait beaucoup de CRISP-DM. Aujourd'hui, on est dans les mêmes idées, mais de manière plus élargie, justement. On parle de workflow, on parle de cycle de vie d'un projet qui évolue par itération. Parce que les données, elles arrivent tout le temps de manière régulière, les données, hein. Elles arrivent par G, les données, hein. Donc nos modèles, ils sont créés une fois, c'est pas fini, c'est pas de vitam aeternam, notre modèle. Bien sûr que notre modèle, il faut également qu'il soit mis à jour quand les données sont mises à jour. Et donc, on parle beaucoup de MLOps aujourd'hui, hein, ça c'est le terme à la mode aujourd'hui, MLOps, mais c'est bien l'idée globale de cycle de vie, hein, d'un projet de machine learning qui intègre les différentes étapes. C'est ça l'idée, hein. Donc, aujourd'hui, on parle de MLOps. Moi, je considère que par rapport à XDM, l'évolution, elle n'est pas si déterminante que ça. Mais ce qui est intéressant, c'est la perception qu'ont les gens du machine learning ou de la data science qui dit on sort de la démarche POC et on va dans une démarche de production.
Et ça, en revanche, je suis absolument d'accord avec ça, hein. On parle beaucoup, hein. Workflow, c'est un terme qui revient souvent maintenant. Cycle de vie également, c'est un terme qui vient souvent. Et l'idée qu'on fait une approche par itération parce que les données sont mises à jour, les modèles sont mis à jour. Alors, j'ai mis un petit lien ici que j'ai trouvé intéressant, justement. Il est là, hein. Donc, c'est l'idée et justement les différentes étapes. Le data engineering fait partie du job, on est d'accord là-dessus. Et ils ont mis un petit schéma là, hop là. Il faut pas que je le mette trop petit. Tiens, je vais agrandir ça un peu. Et ce qui est intéressant, c'est ces aspects-là. Voilà. Les données arrivent, hein, ils viennent du cloud, ils viennent de vos bases de données, ainsi de suite. Voilà, on les prépare, et voilà. Bon, là, c'est plus dans un apprentissage supervisé, train test ici, hein. Nous, on est plus dans du clustering. Voilà. Et on a des modèles qui évoluent. Donc, il y a un versionning des modèles. Et bien sûr, on fait le déploiement, la mise en production. C'est important. C'est un aspect extrêmement important. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'idée de pipeline et l'idée de mise à jour constante. Voilà, qui était moins prégnante il y a une vingtaine d'années, mais l'idée de déploiement, en tout cas, elle existait depuis X années. Elle existait depuis quasiment depuis avec le data mining, on appelait ça à l'époque. Ça existe depuis longtemps, bien sûr. Il faut absolument qu'on mette en place nos modèles dans les systèmes d'information de l'entreprise. Mais l'idée de workflow global et de global avec une évolution constante, ça, effectivement, il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux outils, il y a de nouvelles pratiques maintenant qui arrivent. Ça, c'est vraiment intéressant. Et ça fait partie du job, ça fait partie du job, hein. Ce site-là est assez intéressant. Bon, après, moi, c'est surtout ce schéma-là que je retiens. Ce schéma se retient là, avec les différentes étapes ici. Souvent, data scientist, on l'enferme ici, ici modèle engineering et puis modèle évaluation, mais en réalité, data scientist, c'est plus large en réalité, et c'est tout un processus global avec différentes étapes qui partent des données vers la mise en production. C'est ça, data scientist en réalité. Alors, nous, dans le clustering, je reviens à mes étudiants de M1, là, mais je parle de manière globale pour tous ceux qui font du clustering, qu'est-ce qui se passe? On est bien dans cette idée-là. On a un dataset, alors je l'ai mis dans le plan, mais nos colonnes sont plus élevées que 2 colonnes. Bien sûr, on n'a plus à avoir 20 colonnes, 50 colonnes, enfin le nombre de colonnes n'est pas limité par l'algorithme, on est d'accord là-dessus. Donc, on a des données ici, voilà, et on veut chercher des groupes, hein, des groupes de similarité, hein. C'est ça l'idée du clustering, hein. Des individus qui sont dans le même groupe ont les mêmes caractéristiques ou ont des caractéristiques proches. Et s'ils sont dans des groupes différents, ça veut dire qu'ils ont des caractéristiques très dissemblables. C'est ça l'idée. Donc là, on a les algorithmes, on a vu les différents algorithmes, hein. On va en voir encore là, hein. On a bien vu, hein. On a commencé à regarder différents algorithmes. Voilà. Et donc, il y a différents niveaux de résultats. Donc là, pour le coup, je parle à mes étudiants du lundi matin. Voilà. Donc, déjà, dans votre processus, dans votre démarche, là, il faudra identifier les clusters, hein. Il faut identifier les clusters et mesurer la qualité, hein, des clusters, hein. Voilà, donc j'ai fait une vidéo exprès pour vous là-dessus, hein, parce qu'en CM, j'ai pas pu m'étendre comme je voulais. Donc là, j'ai fait une vidéo complète et j'ai montré tous les exemples avec ce qui est programmé dans scikit-learn. Donc regardez en détail, hein. Donc il faut identifier le nombre de clusters. Ensuite, il faut tracer les contours de ces différents clusters-là, et ensuite, il faut évaluer la qualité des clusters que vous êtes en train de mettre en place, hein, de la partition que vous avez mis en place. Voilà. Ça, c'est la première partie du job. Ça, on le fait beaucoup, ça. On le fait beaucoup. Dans les exercices qu'on a fait ensemble, il y a un, détecter le nombre de clusters, ensuite, deux, lancer le processus, voilà. Et ensuite, une fois qu'on a les clusters, on regarde si ça tient la route ou pas. Donc, la mesure de qualité des clustering, il faut absolument que vous regardiez ça en détail, hein. Il faudra, je m'attends à voir ça dans votre rapport de la séance 7, hein. On est bien d'accord là-dessus. Une fois que c'est fait ça, il faut qu'on interprète les résultats. Bien sûr, j'ai créé des profils, des segments, si vous voulez. Il faut que je caractérise les segments, hein, on est d'accord là-dessus. Si je prends les clients d'une grande surface, j'ai une fichier clientèle, voilà, bah, il faut que je crée par exemple 3 segments de clients, il faut que j'arrive à regarder qu'est-ce que c'est que ces segments de clients-là. Il y a les clients qui font les mêmes achats chaque semaine, qui sont pressés, il faut leur tracer, donc ils tracent, ils prennent les mêmes produits toutes les semaines, voilà, ça c'est un segment. Donc il faut caractériser ce segment-là. C'est des personnes qui font les mêmes achats de semaine en semaine, ou bien des personnes qui achètent, voilà, ce que vous voulez. Ensuite, il y a un deuxième client, c'est les clients qui flânent, voilà. Aller dans la grande surface, c'est leur promenade du samedi après-midi, chacun son truc, hein. Voilà. Donc là également, il faut regarder qu'est-ce qui les caractérise en termes de variables, on est d'accord une fois. Et par exemple, il y a une troisième catégorie de clients, c'est ceux qui sont à l'affût des bonnes affaires. Donc ils viennent, ils regardent, c'est des promos, et quand des promos, ils achètent, sinon, ben, ils s'en vont, ainsi de suite. Voilà. Donc,
quand vous créez des clusters, quand vous avez mis au jour ces différents clusters-là, quand vous avez mis en évidence ces différents clusters-là, il faut les caractériser. Donc l'interprétation est très importante. Alors, on l'a fait ce travail-là déjà, hein. Donc je vais montrer comment on calcule les moyennes conditionnelles, comment comparer les moyennes conditionnelles pour voir les différents profils. Il y a d'autres approches possibles, les approches avec des méthodes factorielles, voilà, ou d'autres approches possibles également quand c'est des variables en fait qualitatives, c'est de faire des croisements avec les groupes pour voir s'il y a des formes de, si on peut déterminer l'un avec l'autre, s'il y a des formes donc d'association entre les groupes définis par l'algorithme clustering et les groupes définis par la variable illustrative, choses comme ça. Ça, donc, on a vu, on fait beaucoup de TD là-dessus, hein, on est d'accord, hein, j'en ai fait des tartines dans ma fiche de TD, hein. Et justement, il y a un aspect que j'aimerais voir aujourd'hui, voilà, que vous allez faire à la séance 7, du coup, hein, voilà. On n'aura pas le temps de le faire sans TD, hein. On n'a que 6 séances, donc c'est super court, hein, donc j'ai 6 séances de 2 heures, encore la fac n'est pas bloquée d'ailleurs, donc du coup, on peut pas, c'est très extrêmement difficile de le machin, donc du coup, de le placer. Donc du coup, bah, je l'ai fait sous forme de vidéo. Donc regardez bien la vidéo, parce que vous n'allez pas me dire que je l'ai pas fait ou que je vous ai pas préparé, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc il y a une troisième étape ici. C'est quoi? C'est quoi la troisième étape? C'est tout simplement de dire, une fois que j'ai fait mes clusters là, il faut que j'ai un modèle qui permet donc, d'affecter un individu supplémentaire à un des groupes. Par exemple, vous avez un nouveau client qui arrive. Voilà. Est-ce que c'est un flâneur? Est-ce que c'est la personne qui a l'afflux des promos? Ou est-ce que c'est un gars qui revient toutes les semaines pour faire les courses alimentaires, les mêmes chaque semaine? Voilà. Donc, vous allez mesurer ses caractéristiques et ensuite, vous allez voir dans quel cluster il apparaît. Et une fois qu'il apparaît dans quel cluster, vous lui faites l'offre commerciale qui vous convient. Ça, c'est à vous de voir, hein. Ça, c'est plus mon boulot. Ça, c'est plus notre boulot. Ça c'est le boulot de celui qui s'occupe du marketing, ça, l'offre commerciale. Mais nous, notre boulot, c'est d'identifier ses caractéristiques et de l'associer à un groupe. Voilà. Et ce groupe-là étant caractérisé, on arrive à définir ses caractéristiques et son comportement. À partir de là, c'est le service marketing qui va dire, avec ce type de client-là, voilà les actions marketing pour qu'ils achètent plus. Généralement, ça revient à ça, hein. Mais bon, voilà, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc, ce déploiement-là, il est très important. Alors, du temps que je faisais le cours de machine learning en M1, voilà, j'en ai beaucoup parlé. J'en ai beaucoup parlé. Bon, c'est plus moi qui fais le cours de machine learning en M1 maintenant, donc je le fais qu'en master 6 M2 seulement maintenant, et aussi en master Opsi. Très bien, mais et master BIA également en groupe du soir. Voilà, comme ça, j'oublie personne, hein. J'oublie jamais mes étudiants. Voilà. Donc, j'en ai beaucoup parlé de ça. J'en ai beaucoup parlé de ça. Donc, j'en avais fait une série de vidéos là-dessus. Donc, regardez ici le schéma, hein, on est bien d'accord, hein. Mais là, on est dans un schéma de prédiction. Donc, j'en ai parlé ici. Voilà. Dans cette vidéo qui date d'il y a 2 ans. Voilà. J'en ai parlé également dans cette vidéo. Voilà. On va retrouver des choses qu'on voit tout à l'heure, là, hein. Voilà. Très bien. Voilà, donc ça veut dire que en réalité, un modèle, c'est pas uniquement le modèle que vous avez construit, c'est pas uniquement l'algorithme machine learning. Il y a une série de préparations de données, il faut les réappliquer ces préparations de données-là, hein. Je vais détailler ça après. Donc ici, je montre dans le cadre prédictif. Voilà, on peut le voir également dans le cadre d'un clustering, dans un cadre non supervisé, hein. Voilà. Et j'avais parlé également ici avec un package que je trouvais pas mal, c'est Picaré, hein. Carré existe sous R depuis longtemps déjà, qui est très intéressant, et ce carré-là était porté sous Python. Donc, je montre également le problème du déploiement ici. Donc, vous pouvez le voir, hein, j'en ai parlé ici du déploiement, ainsi de suite. Voilà. Voilà. Bien. Donc, toutes ces vidéos-là, elles sont faites dans un cadre supervisé. Je vais faire à peu près la même chose, mais dans un cadre non supervisé cette fois-ci. C'est ça l'idée. Alors, avant de revenir ici, donc c'est ça le cadre global, voilà, on va essayer de voir comment va être créé ce fameux programme qui permet de faire, donc d'affecter un individu à un des groupes. Ben, en réalité, votre programme, il doit se présenter comme ceci. Donc c'est ça le produit final que j'attends, hein. Dans les différentes questions qu'il y aura dans la séance 7, là, il y aura, entre autres, fournissez-moi un programme que je peux appliquer sur un fichier d'individus supplémentaires, où il y aurait que les variables actives. On est bien d'accord là-dessus, hein. On est bien d'accord là-dessus. Très bien. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait votre programme? Il va prendre le modèle. Le modèle étant, c'est pas que le modèle, hein. Il y a une série d'opérations. C'est un pipeline, en réalité, hein, qu'il y a dedans. Donc une part le modèle qui va appliquer sur les données où on a la description des individus supplémentaires. Donc il va mouliner, et une fois qu'il a mouliné, il a les groupes d'appartenance.
qui ont été prédits, entre guillemets, hein, qui ont été déduits, plutôt pour ne pas confondre avec le modèle prédictif, qui ont été déduits par l'algorithme, voilà, le pipeline, et ce fichier-là, il faut le sauvegarder dans un fichier Excel. Et ça fait partie des éléments que vous devez me rendre, hein. Le programme, il faut me le rendre, voilà. Et ensuite, le programme, il faut me le rendre, il doit pouvoir s'appliquer sur un fichier de données que je ne fournis pas, voilà, mais donc dont j'explique les caractéristiques, voilà. Une fois qu'on a ça, il doit me produire les groupes d'appartenance prédits, déduits, si vous voulez, et ensuite, il doit l'exporter donc automatiquement dans un fichier Excel. Voilà. Je répète encore une fois, hein, je ne fournis pas les données, mais je vous donne le format avec ses caractéristiques, les colonnes. Très bien. Votre programme doit prendre en entrée ces données-là, il doit mouliner, il doit sortir les groupes prédits, les groupes déduits à partir de du modèle prédictif qui est là, du modèle d'affectation plutôt, modèle d'affectation, hein, voilà, qui est là. Et ensuite, une fois qu'il a créé les groupes, il doit l'exporter automatiquement dans un fichier Excel. Voilà. Donc, ça fera partie du job. Donc, je recommence encore une fois, hein, parce que bon, hein. Donc, un, identifier les clusters et en définir les contours. Voilà. Deux, ensuite, l'interprétation. On a vu également. Et trois, il y aura un trois. Du coup, il faut créer un modèle d'affectation, hein, des individus supplémentaires à un groupe. Voilà. Alors, pour bien situer ça, le préambule est long, hein, mais je suis désolé, mais il faut absolument que j'explique les choses en détail parce que je connais suffisamment les étudiants pour que, généralement, ils ont entendu le début, ils commencent à faire, ils écoutent jamais jusqu'à la fin, donc il faut absolument qu'on regarde ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, voilà les données sur lesquelles nous allons travailler. Alors, les données, ils se présentent comme ceci, c'est les données des votes au Congrès. Sauf que je l'ai un peu réduit le nombre de colonnes. Donc, j'ai pris que, donc ça, c'est les votes qui sont faits sur différents thèmes, hein. L'adoption du budget, le gel des taxes pour les médecins libéraux, l'aide au San Salvador, l'aide au machin, missiles, éducation. Très bien. Donc, on a des parlementaires qui ont voté oui ou non, ou il y a aussi never, ça veut dire qu'on ne sait pas s'ils ont voté oui ou non. Donc, soit c'est une abstention, soit ils étaient absents, soit ils ont voté blanc, soit ils ont mis les deux bulletins, ils ont tout déchiré, ils ont mis dedans. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. En tout cas, c'est ni oui ni non. Voilà. Donc l'idée, c'est d'essayer de trouver s'il y a des groupes de comportements spécifiques là-dedans. Est-ce que les personnes qui ont voté oui à budget ont aussi voté yes ici à Physician? Est-ce qu'ils ont voté yes ou non à Salvador, ainsi de suite? Donc on va faire un clustering. Mais sauf que toutes les variables sont qualitatives. Ah, ah. Alors ça, on avait vu en cours, je vous avais dit, il y a des méthodes qui s'appliquent à ça. Il faut définir une distance qui s'applique sur une variable qualitative. La distance du qui 2, ça peut être une bonne idée si on travaille sur des profils. Ensuite, est-ce qu'on a un barycentre? Oui, les profils moyens, ça peut être un barycentre. Ça, c'est une première approche. Alors ça également, ça m'a été posé quand j'avais fait le cours avec les masters au psy, là, j'avais exposé la méthode des Kamins sur les variables quantitatives et les apprenants m'avaient posé la question, qu'est-ce qui se passe si c'est qualitatif? Donc je lui avais dit, on peut faire différentes approches possibles. Il y en a une, c'est le tandem clustering. C'est-à-dire que je me projette dans un espace factoriel, et une fois que je suis dans un espace factoriel, donc l'analyse en composantes multiples va être très bien. Qu'est-ce qui se passe quand je suis dans l'espace factoriel? À ce moment-là, j'ai des descriptions, des vecteurs de description numérique. Là, je peux appliquer l'algorithme qui s'applique sur des variables numériques. C'est ça l'idée. Et c'est ce qu'on va adopter ici. Donc, déjà, vous avez vu que le processus de clustering, c'est pas mono-étape. Ça veut dire que déjà, il y a une première étape de projection dans l'espace factoriel, et ensuite, voilà, on fait les K-means, on va utiliser les K-means dans l'espace factoriel pour avoir les groupes d'appartenance. Voilà. C'est ça qui est important ici. Ça, c'est les données d'apprentissage, je dirais. Après, il y a les données supplémentaires qui sont là, qui ont exactement la même structure, mais c'est pas les mêmes individus, hein. Donc, j'ai mis une couleur différente pour qu'on les voit bien, hein. Ça, c'est les données d'apprentissage. Je reviens dessus, hein. Il y a 335 individus. Vous avez vu, hein, 335 individus. Très bien. Et ensuite, on a les individus supplémentaires. Là, il y a 100 individus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Votre programme, là, votre programme, hein, donc d'affectation au cluster doit pouvoir prendre en entier un fichier de données comme ceci. Je définirai exactement ce qu'il y a dans les colonnes. Je ne donne pas le nombre d'observations parce que je ne le connais pas, parce que vous n'êtes pas censé le connaître. Vous pouvez appliquer votre modèle directement, hein, voilà. Et une fois qu'il applique cela, il va créer une colonne avec les clusters d'appartenance.
hein. Ces individus-là n'ont pas participé à la création du modèle, entre guillemets. On est d'accord là-dessus, hein. C'est bien des individus supplémentaires. Alors, si je résume les différentes étapes, c'est ce que je mets ici. Donc, on a un pipeline. Donc, la notion de pipeline est très importante, hein. C'est une séquence de traitement, en fait, hein. C'est un enchaînement de traitement, un pipeline. Qu'est-ce qui se passe? On a les données ici. Donc là, on a les votes variables catégorielles. On ne peut pas faire un camin sur des variables catégorielles. En tout cas, l'algorithme de base camin ne peut pas le faire. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va faire une projection factorielle. On va étudier l'analyse des correspondances multiples. Voilà. Et ça fait aussi une réduction de dimensions. Je ne prends pas toutes les dimensions, je vais en prendre que celles qui sont les plus informatives. Très bien. Une fois qu'on est dans un espace factoriel, avec une réduction de dimension, tous les descripteurs sont numériques cette fois-ci, hein, voilà, qu'est-ce qui se passe? Je peux appliquer les K-means. Donc, si je me mets dans le plan, là, voilà, il a défini les groupes. Par exemple, ça donne 3 groupes ici, hein, voilà. Il a déterminé les groupes là, et ensuite, il va calculer les barycentres de chacun des groupes. Voilà. Et donc, on a un modèle d'affectation maintenant, hein. C'est quoi? C'est la calcul au barycentre. Quand vous avez un individu supplémentaire, mettons que vous avez un individu qui est là. Voilà. Il est là, par exemple, l'individu. Est-ce que c'est un bleu, c'est un rouge ou c'est un vert? Ben, vous calculez la distance au barycentre, tout simplement. Et ici, en l'occurrence, le plus près, c'est le barycentre des bleus. Donc, l'individu qui est là, on va l'affecter au groupe des bleus. Voilà ce que doit faire votre modèle, hein, prédictif. Modèle d'affectation. Prédictif, modèle d'affectation. Mais quand vous présentez des données supplémentaires, vous ne présentez pas une présentation factorielle. Donc, hein, vos données, ils sont définis dans l'espace original, les données de déploiement là. Vous avez vu, hein, ils sont définis dans l'espace originel, on est bien d'accord là-dessus. Donc, ce que doit faire votre programme d'affectation, c'est qu'il doit prendre donc les observations dans l'espace originel, il doit appliquer seulement donc la transformation pour pouvoir les projeter dans l'espace factoriel, sans rien apprendre, hein, juste appliquer. Et une fois qu'il est dans l'espace factoriel, calculer les distances au barycentre pour pouvoir dire il appartient à tel ou tel groupe. Donc on a bien un pipeline, un ensemble de traitements qui s'appliquent en s'enchaînant les uns après les autres. C'est ça. Et cette notion de pipeline est très intéressante. Bien. Alors, pour pouvoir vous documenter un peu par vous-même, regardez un peu ici. Voilà, sur le site de Scikit-Learn, il parle justement de modèles persistants. C'est comment on peut sauvegarder les modèles, hein. C'est hein, une fois qu'on les a appris, voilà, il faut les sauvegarder parce que je veux l'appliquer par la suite. Il ne faut pas que je réapprenne à chaque fois que je veux appliquer. Je peux faire des mises à jour. Effectivement, ça, c'est pas un souci. Après, j'ai un nouveau modèle, mais dans un certain laps de temps, pendant une certaine période, je ne fais qu'appliquer le modèle en production, hein. Quand j'ai un individu supplémentaire, j'applique le modèle pour savoir euh, à quel groupe je pourrais le rattacher, hein. Donc, on est bien, il faut sauvegarder le modèle. Encore une fois, hein, je l'ai fait à plusieurs reprises ici, voilà. Mais là, dans mes 3 vidéos, là, c'est uniquement dans le cadre supervisé. Donc, cette nouvelle vidéo, sa vraie nouveauté, c'est que je me suis placé dans un cadre non supervisé cette fois-ci. Allons-y. Oh, ça, c'est du préambule, ça. Allons-y. Tac, j'ai préparé, bien sûr, les notebooks. Donc, je suis dans Visual Studio Code, je suis dans Base ici, et je vais charger les données train, si on peut dire, hein, les données disponibles pour faire le clustering. Donc voilà, je charge les données, j'affiche les premières lignes. Tout va bien. J'affiche les informations. Effectivement, on a 335 observations, voilà, numérotées de 0 à 334, et j'ai 6 variables. Voilà. Alors, je vais voir la description. Ces variables-là, c'est des variables catégorielles, hein, elles sont toutes objects, là, on est d'accord là-dessus. Voilà. Il n'y a pas de données manquantes. D'accord? Et il y a 3 modalités à chaque fois. Et là, il met les modalités les plus fréquentes. Alors, si je veux avoir le détail des modalités, des distributions de fréquences, voilà, je fais tout simplement un apply et je vais calculer le value count sur chacune des colonnes. C'est ce que je fais ici, hein. Donc là, sur le data frame vote, voilà, je vais appliquer une fonction qui calcule le value count, le dénombrement, hein, pour chaque des variables, sur l'axis 0. Donc c'est bien colonne par colonne. Paf. Et voilà. Donc, dans le budget, typiquement, le nombre de personnes qui ont voté non, c'est 133. Ceux qui n'ont pas ni voté ni non ni oui, c'est 8. Et ceux qui ont voté oui, 194. Physician, 192 ont voté non, 133 ont voté yes, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Cette partie descriptive est très importante, hein. Donc, dans le rapport que vous me rendez pour la séance 7, là, je m'attends à avoir une partie descriptive, on est bien d'accord. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a dans les données, hein, quels sont les différents aspects qu'on a dans les données. Bien.
Ça, c'est la première partie. Et donc maintenant, j'en suis là. Je ne peux pas faire un clustering directement avec ça. En tout cas, avec les camins usuels, c'est pas possible. Voilà. Qu'est-ce qui se passe alors? Il faut que j'applique une analyse des correspondances multiples, hein, qui s'applique, c'est une méthode factorielle qui s'applique en toutes les variables sans qualitatives. Voilà, pour avoir une description. Voilà, et je vais prendre qu'une partie, hein, des facteurs. Alors, pour le coup, je vais utiliser un package que moi je trouve formidable. C'est le package d'Olivier Garcia, CF Analysis. Voilà, il est disponible sur GitHub. Voilà, et il fait l'analyse factorielle à la française, hein. Voilà, il y a différentes cultures d'analyse des données, analyse factorielle, hein. Voilà, bah lui, il applique exactement les mêmes algorithmes qu'on trouve dans des packages très célèbres d'analyse factorielle à la française, hein. Donc, très bien. Donc voilà, il faut l'installer, bien sûr, et vous avez un tutoriel qui est là. Tutoriel qui monte sur un exemple, hein, qui est repris de ce que j'avais fait d'ailleurs, hein, que j'avais fait moi-même, voilà, et qui vous montre donc les fonctionnalités de l'outil. Alors, je l'ai trouvé tellement intéressant, ce package-là, que quand j'ai écrit mon livre sur les factoriels avec Python, ben, je l'ai utilisé de manière préférentielle, hein. J'ai détaillé exactement ce qu'il fait sur chacune des étapes. Alors bon, le livre va plus loin que ça, bien sûr, hein. Je détaille les différentes méthodes, hein. Mais pour illustrer mon propos, j'ai utilisé justement ce package-là que j'ai trouvé vraiment intéressant, hein. Voilà. Voilà. Le livre est libre, voilà, et le package aussi est libre, et c'est là, hein, on est d'accord là-dessus. Donc tout le monde peut en profiter, et c'est très bien ainsi. Alors, du coup, il faut l'installer. Alors, on devrait créer un environnement, puis installer le package dans l'environnement, comme ça, on a un espace propre pour travailler. Mais on peut aussi l'installer à la volée, hein. Donc ça, on a fait en TD parce que l'expérience d'aujourd'hui où les machines ont ramé pendant des heures pour installer un environnement, ça suffit maintenant. Donc voilà, il y a une autre approche, en fait, c'est qu'on peut installer directement un package. Voilà, hein. Donc, mais vous le faites qu'une fois, vous n'allez pas le faire à chaque fois. Donc j'ai montré ça en TD, hein, donc vous l'avez vu. Pour ceux qui connaissent pas, tout simplement, voilà, dans une des cellules de vos notebooks, voilà, notebook, là je suis sur Visual Studio Code, hein, voilà, on peut installer directement un package comme ceci avec pip, hein. Vous mettez un ici point d'exclamation, et ensuite pip install Analysis. Ça l'installe. Une fois que c'est installé, c'est plus remis en cause. Donc une fois que vous l'avez installé, vous mettez en commentaire, hein. On est d'accord là-dessus, sinon il va le réinstaller à chaque fois. Une fois que c'est fait ça, je vais lancer la liste des correspondances multiples. Voilà. Donc je l'applique sur mes données. Là, remarquez bien, hein, ça c'est le data frame initial et il faut le transformer en une matrice NumPy. En soi, c'est pas un problème. Une fois qu'il est en matrice NumPy, voilà, j'affiche les valeurs propres. Alors les valeurs propres il y a les valeurs propres brutes, il y a les pourcentages de variance expliqués par les facteurs et les pourcentages cumulés. Donc on peut faire un graphique, hein, pour le voir, le script plot. Très bien. Bon, là, pas besoin d'être prix Nobel pour voir qu'effectivement, deux facteurs suffisent amplement, hein, parce qu'on voit bien le coude là, voilà, et les deux premiers facteurs amènent beaucoup d'informations. En fait, ils amènent 56% de l'information disponible, les deux premiers facteurs. Donc, c'est déjà pas mal, hein. Voilà. Mais bon, dans mon exemple, c'est 2. Mais dans vos données, Rick dit que c'est 2. On est bien d'accord là-dessus, hein. Peut-être qu'il y en a plus, hein, peut-être qu'il y en a moins. Enfin, moi, je ne sais pas, pour faire les graphiques avec moins de 2 dimensions, je vois pas très bien. Mais voilà, mais peut-être qu'il y en a plus, hein, pour capter suffisamment d'informations, hein. Alors, l'idée, bien sûr, c'est qu'on ne prend pas tous les facteurs. Si on prend tous les facteurs, c'est comme si on travaillait dans l'espace originel, hein, avec toute l'information disponible. Mais l'idée du tandem analyse, justement, c'est qu'on fait une projection factorielle et on prend que les facteurs les plus intéressants. Et c'est une forme de nettoyage des données. Ça également, j'en parle dans cette vidéo aussi. Alors là, pour le coup, je suis sur les données mixtes. C'est-à-dire que certaines sont quantitatives, certaines sont qualitatives. Donc, j'ai montré comment il faut fonctionner, hein. Voilà. Bah, là aussi, c'est un tandem analyse en réalité, hein. C'est tout simplement, je me projette dans un espace factoriel, voilà, et ensuite, je vais faire les camions sur l'espace factoriel. Alors bon, là, ici, voilà, si je regarde les positions des modalités dans le plan, bon, très bien. Donc là, il y a tout un paquet, là, ils sont ex aequo, hein, c'est les personnes qui votent de la même manière, hein. Soit ils ont voté non sur tel sujet, yes sur tel sujet. Là aussi, voilà. Et là, c'est des personnes qui se prononcent pas, en fait. Voilà, qui n'ont voté ni oui ni non. Ils sont plutôt par là. Bon, bon, ouais, on se rend compte de deux choses ici, mais c'est un exemple d'école, on est d'accord, c'est jamais comme ça dans la vie réelle, hein. On se rend compte déjà que deux facteurs suffisent amplement pour discerner les groupes, et là aussi, pas besoin d'être prix Nobel pour voir qu'en réalité, il y a trois groupes là, hein. Il y a un premier groupe là, un deuxième groupe là, et il va y avoir un troisième groupe défini par ces modalités-là, hein. Voilà. Là, euh, c'est la projection des modalités, des points modalités dans l'espace factoriel, hein. Mais bon, en regardant ça, je me rends compte que dans l'espace des individus, des points individus cette fois-ci,
En le clustering, on aura 3 groupes a priori. Bah, justement, j'affiche les coordonnées factorielles des individus. Hein, voilà. Bon, j'affiche que les 5 premières lignes, hein, parce que sinon, il y en a 335 là. Ensuite, je l'affiche dans le plan. Très bien, donc on le voit ici. Le problème, c'est qu'il y a plein d'ex-aequo, on les voit pas là, hein. Donc là, j'ai utilisé Seaborn et j'ai fait un scatterplot. Alors Seaborn, il y a deux approches possibles. Il y a l'approche basique, voilà, et on l'appelle directement. Il y a une approche plus sophistiquée avec Seaborn où on utilise directement donc l'objet Seaborn et là, on a plus de possibilités, hein, d'affinage de nos graphiques. Donc c'est ce que je fais ici. Donc là, je reprends ici l'object, donc les objets de Seaborn cette fois-ci. Je refais le même plot, sauf que cette fois-ci, je rajoute du bruit, un jitter. Voilà, je rajoute un peu de bruit pour que ceux qui sont ex aequo, qui s'écrasent les uns les autres, s'écartent un peu. Voilà. Donc Seaborn, hein, il y a le Seaborn de base qui est là, qui fait ça, mais ensuite mettre un jitter dans le Seaborn de base, j'ai pas trouvé. Donc je suis allé voir le Seaborn un peu plus sophistiqué, et là j'ai pu introduire voilà, et on voit bien les points super. Donc il a un peu écarté les points, il a rajouté un peu de bruit pour que les points qui s'écrasaient s'écartent un peu, et on voit bien qu'il y a un pâté là, il y a un pâté là, et il y a des points un peu épars ici. J'ai rajouté un peu de bruit en abscisse et en ordonnée ici. Bien. Du coup, je vais faire du Kamins. Mais avant de faire les Kamins, ou après, ou pendant, je ne sais pas, c'est à vous de voir, il faut déterminer le nombre de groupes. Voilà. Alors là, moi, j'utilise une librairie qu'on a vue ensemble en TD, que j'ai présentée plusieurs fois, hein. C'est donc YellowBrick. Pareil, il n'est pas installé par défaut, donc il faut l'installer. Donc de nouveau, hein, on peut l'installer à la volée, ici dans votre notebook, pip installe YellowBrick avec le point d'exclamation. Voilà. Très bien, et il l'installe. Une fois que c'est installé, vous le mettez en commentaire, hein. Il ne faut pas qu'il le réinstalle à chaque fois que vous lancez vos notebooks. On est bien d'accord là-dessus. Une fois que c'est fait ça, voilà, j'utilise ici le YellowBrick pour voir la courbe de décroissance de l'inertie intraclasse, voilà, quand je fais varier le nombre de groupes. Je le lance ici, bam, et voilà, l'idée c'est de trouver le coude. On a vu ça quand on est sur l'inertie intraclasse. Si on prend d'autres critères, c'est une autre manière de détection, hein. Si on prend le critère silhouette ou ainsi de suite, c'est une autre manière de vérifier les choses. Bon, là, de toute manière, le graphique qu'on a vu avant ne mentait pas, hein. Voilà, a priori, c'est trois groupes qui seraient bien. Là, c'est quand on est dans le meilleur des mondes, là, hein. Les graphiques sont ultra lisibles. On fait une petite courbe, là, où on a aussi un résultat très évident. Ce sera pas comme ça, la séance 7, je vous le dis tout de suite, hein. Mais bon, au moins, vous avez en tête les schémas. Une fois que c'est bon, ça, donc, je vais choisir trois clusters, je vais lancer le clustering définitif, la partition définitive en trois groupes. Très bien. Et là, donc, j'ai les groupes d'appartenance. Il y a ce groupe 0, 1 et 2. Voilà. J'ai les groupes d'appartenance des individus, des 335 individus. Alors, je compte les nombres d'individus par groupe. Dans le groupe 0, il y a 147 individus. Dans le groupe 1, il y a 183. Dans le groupe 2, il y en a 5. Voilà. Alors, si je reviens ici, là, j'en suis à ce stade-là. J'ai identifié le nombre de groupes et j'ai détouré le groupe. Je les ai mis en évidence. Très bien. Maintenant, deuxième étape, c'est l'interprétation. Alors, si je le place ici, je fais le même graphique, mais en coloriant les points selon le groupe d'appartenance qui a été défini par le clustering. Et on voit bien, hein, là, alors, vous avez vu, hein, 147 dans le groupe 0, c'est les bleus. Ensuite, il y en a 100, je vais mettre ça comme 183 dans le groupe 1. Le groupe 1, c'est les oranges qui sont là. Et il y en a 5 dans le groupe des verts. Voilà. Et voilà. Et les groupes des verts, c'est 3 plus 2 qui sont là. Voilà ce qu'il a fait. Mais encore une fois, j'ai mis un JTR là, hein. N'oubliez pas ça, hein. N'oubliez pas ça, hein. Voilà. Bien. Alors, l'étape suivante, du coup, on est là, c'est l'interprétation. Alors, ici, toutes les variables actives sont qualitatives. Donc, du coup, tout simplement, je vais croiser les groupes que j'ai définis par le clustering avec les modalités des chaque variables qualitatives, hein. Voilà, qui sont actives, qui sont actives. On pourrait utiliser aussi des variables illustratives, hein. Très bien. Alors, bah, c'est ce que je fais ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je croise chaque variable, budget, physicien, Salvador, ainsi de suite, avec les groupes définis par le clustering, hein. C'est ce que j'ai fait. Vous avez vu, hein, j'ai fait une copie des données, des coordonnées factorielles. J'ai rajouté ici les groupes. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, ici, voilà, j'ai fait un croisement, et c'est ce qui m'a permis de faire le graphique, hein. On est d'accord là-dessus. Ici, voilà, j'ai fait un croisement de chacune des variables.
for v input columns, chacune des variables, avec les groupes. Voilà. Et j'ai calculé un pourcentage selon les groupes. Si on regarde budget, qu'est-ce qui se passe? Dans le groupe 0, on trouve 81% de personnes qui ont voté non, 2% de personnes qui n'ont voté ni oui ni non, et 16% de personnes qui ont voté oui. Voilà ce qu'il y a dans le groupe 0. Donc, dans le groupe 0, il y a une surreprésentation des personnes qui ont voté non au budget. Dans le groupe 1, parmi le groupe 1, voilà, il y a 7% des personnes du groupe 1 qui ont voté non au budget, et il y a 93% des personnes qui ont voté oui au budget. Donc, dans le groupe 1, il y a une surreprésentation des personnes qui ont voté oui au budget. On est bien d'accord, hein? On est bien un pourcentage par colonne. Hein? C'est la proportion de budget égale à, ici les 92%, hein? C'est la proportion de budget égale à S parmi ceux qui sont du groupe 1. C'est la proba de groupe égal à S, sachant que groupe égal à 1. C'est ça l'idée ici. Voilà. Donc, on peut voir les sous-représentations et surreprésentations. Dans le groupe 1, il n'y a personne qui n'ont pas décidé. Dans le groupe 2, il n'y a que des personnes qui n'ont pas décidé. Hein. Il y a 0 personnes qui ont voté non au budget, il y a 0 personnes qui ont voté oui au budget, il n'y a que les personnes qui ne se sont pas prononcées, pour X raisons. Hein. Voilà. Donc le groupe 2, c'est le groupe 2 des autres, enfin des personnes qui ne se prononcent pas ici. Voilà l'idée. Hein. Et on fait ça pour physiciens, ainsi de suite. Et du coup, on a un profil. Hein. Dans le groupe 0, qu'est-ce qui se passe? Il y a une surreprésentation des gens qui ont voté non au budget, qui ont voté oui pour le physicien, qui ont voté oui pour Salvador, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. C'est ça qui définit les profils. Hein. C'est la surreprésentation des modalités de la variable donc d'interprétation dans les groupes. On pourrait aussi voir l'autre sens, hein. On est d'accord là-dessus. Mais moi, j'ai fait ce choix ici. C'est important dans l'interprétation. Une fois qu'on a fait l'interprétation, donc, j'ai tout l'espace complet. Je vais créer ce qu'on appelle un pipeline. Donc un pipeline, en fait, c'est un enchaînement d'opérations que je vais encapsuler dans une structure unique. C'est la notion des pipelines sous scikit-learn. C'est vraiment intéressant. Voilà. Hein. Donc si je vais sur scikit-learn, je vais pipeline, voilà, boum, voilà. Oui, j'ai pas prévu de faire ça, mais vous cherchez, vous trouverez. Ah, c'est pas terrible ça comme idée, hein. Ah, Rico. La notion de pipeline, elle est là. Voilà. Il y a même mieux, le mieux là, j'ai vu. Voilà. Voilà, hein, enchaînement d'estimators. Voilà, c'est ça l'idée. Alors bon, je vais de le montrer. Qu'est-ce qui se passe du coup? Je vais encapsuler dans une structure unique l'ensemble des traitements que j'ai fait. C'est quoi mes ensembles de traitements? Il y a un premier traitement là que je vais appeler ACM, c'est l'analyse en composantes multiples avec 2 composantes maintenant, puisque je sais que c'est 2 la bonne valeur. Hein. C'est ce qu'on a exploré au-dessus. On a vu que 2 suffisait. Donc c'est là la réduction de dimension. Voilà, bon là c'est les noms des variables. Ensuite, après avoir fait donc l'analyse en composantes multiples, voilà, je vais lancer les K-means avec 3 clusters, parce que c'est ce que j'ai défini ici avec le graphique là. Vous avez vu, hein, il m'a dit 3 clusters, c'est la bonne valeur. Donc voilà ici. Alors, cet empilement des traitements dans une structure unique marche parce que les classes de calcul là programment en interne fit et fit transform et predict. Voilà. Du coup, ils peuvent se comprendre entre eux, ces outils-là. C'est ça l'intérêt. Hein. Ça, c'est bien expliqué sur le site d'Olivier Garcia. Vous allez sur son site là et il explique le principe des pipelines. Hein. Vous regarderez, vous trouverez. Moi, j'ai pas prévu de montrer ça aussi, mais regardez bien. Et à un moment donné, il explique la notion de pipeline. Hein. C'est j'empile des méthodes dans une structure, donc j'encapsule une série de méthodes dans une structure unique. Ça marche parce que ces outils-là sont capables d'implémenter, donc proposent les méthodes fit, transform et predict. Voilà. Du coup, donc j'ai empilé ici, voilà, et je fais un fit predict. Donc qu'est-ce qu'il fait en interne? Il fait le fit en composantes multiples, ensuite il fait le transform, il a la projection des données dans l'espace factoriel, ensuite il fait le k-means sur la sortie de l'outil qui le précède, voilà, et ensuite, voilà, là j'appelle le predict, il va faire le predict pour avoir les classes d'appartenance. Voilà, fit predict. C'est génialissime. Bien sûr, ces 2 éléments-là, on peut le faire uniquement parce qu'on a exploré les solutions. Donc on sait maintenant que 2 facteurs suffisent, donc j'ai pu mettre les 2 facteurs là, et on sait également que c'est 3 clusters.
Voilà, parce qu'on a trouvé, on a utilisé Yellowbrick et tout ça, et donc on a mis 3 clusters. Donc l'étape au-dessus, elle était très importante. Ça nous permettait de connaître les bonnes valeurs des hyperparamètres. Une fois que c'est faux, on les empile. Boum. Et voilà, et on a les groupes d'appartenance. Alors je croise avec ce que j'ai fait auparavant, bien sûr qu'on a les mêmes. Bien sûr, si vous n'avez pas exactement, si vous n'avez pas une concordance parfaite, c'est qu'il y a une embrouille au milieu. Hein, il y a une cagade là au milieu, si ça, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc vérifiez bien que vous avez bien les différents éléments qui s'enchaînent correctement. Une fois que c'est fait ça, alors je vérifie la version de scikit-learn. Pourquoi? Parce que sur le site de scikit-learn, ils disent bien que, attention, voilà, il peut y avoir des problèmes si les versions changent. Hein. Ils se réservent le droit de modifier les choses en interne. Bon, très bien, faut le savoir. Alors bon, donc c'est pour ça que j'affiche ici la version de scikit-learn. Moi, j'utilise la 1.2.2. Pourquoi? Parce que mon fichier là de sauvegarde, je vais le mettre en ligne tout à l'heure. Hein. Donc ceux qui vont pouvoir le récupérer tout ça, regardez ainsi de suite. Une fois que c'est fait ça, le modèle, je vais le sauvegarder sur disque. Hein, je vais le rendre persistant. Donc là, j'utilise Pickle. Voilà. J'ouvre un fichier en écriture binaire. W c'est write, B c'est binary, en écriture binaire. Et je dump le workflow. Voilà, le pipeline. Hein. Pipeline, je l'appelais WKF pour workflow. Hein. Voilà. Ce workflow-là, je vais le sauvegarder dans un fichier. Et je close le fichier. Très bien. Et on le voit bien. Il est là, workflow.sav. Regardez bien, hein, il est 19h28 là, voilà, et il est bien sauvegardé à 19h28. Ça, donc, ça fait partie du boulot que vous devez faire. Hein, voilà. Une fois que c'est fait ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous demanderai de créer ce programme de déploiement. Là, je m'adresse beaucoup aux étudiants que j'ai avec moi. Mais bon, c'est pareil pour les autres, hein, pour les personnes qui veulent voir la vidéo et qui veulent apprendre comment on fonctionne. Voilà, à un moment donné, il va falloir écrire un programme de déploiement. Et ce programme de déploiement, qu'est-ce qu'il prend? Il prend en entrée le modèle qui a été sauvegardé, qui permet de faire donc une affectation. Il prend en entrée donc les données de déploiement. Il fait mouliner les deux, voilà. Et ensuite, il- votre programme crée les groupes d'affectation des individus qu'il faut sauvegarder dans un fichier Excel. Alors, je répète, hein, mon fichier de déploiement, il est là. Hein. Ça, c'est le fichier que j'ai utilisé pour créer les groupes, pour avoir le modèle d'affectation. Hein. Voilà. Une part, il a créé les groupes, et d'autre part, on a le modèle d'affectation qu'on a sauvegardé, qu'on vient juste de sauvegarder là. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ce modèle d'affectation-là, il faut l'appliquer sur ce deuxième jeu de données. Allons-y. Bah, là aussi, j'ai créé un. Hop là, je vais là. Qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, hop là, est-ce que je peux le mettre, ça, ici? Si je réduis ça, est-ce que je le vois? Oui, 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 on peut le voir quand même. Je vais réduire ça. Et voilà, là, c'est bien. Regardez, donc je spécifie le dossier, donc là on est sur le programme de déploiement, hein. Donc ce programme-là, je m'attends à ce qu'on me le rende, hein, pour ceux qui sont avec moi dans le cours du lundi matin. Voilà, mais bon, vous avez déjà une maquette pas mal, là, mais peut-être que votre modèle sera un peu différent, parce qu'il y a des choses différentes dedans, hein, ça je sais pas, là. Hein. En tout cas, vous avez déjà un élément, là. Hein. Très bien, donc votre modèle, il doit récupérer, votre programme de déploiement, il doit récupérer les données. C'est ce qui se passe ici. Et dans ce fichier-là, il y en a 100 observations. Alors que dans le fichier initial, qui a servi à l'entraînement, il y a 335. N'oubliez pas, hein, 335. On est bien sur un autre fichier ici. Une fois que c'est fait ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? J'ouvre le modèle qui est là, qui contient le pipeline de traitement. Qu'est-ce qu'il y a dans le pipeline de traitement? Il y a, d'une part, donc l'application de l'analyse des correspondances multiples et l'application des k-means. Hein. Il n'y a plus d'apprentissage là, hein. Il n'y a plus d'apprentissage. Hein. On fait qu'appliquer chacune des étapes. Donc transforme ou prédicte. On est d'accord là-dessus. Il n'y a plus de fit là. Hein. On n'a plus de fit à ce stade-là. On est d'accord là-dessus. Donc très bien. Donc je charge le modèle. Je reviens ici. Voilà. Et une fois que j'ai chargé le modèle, voilà, je vérifie les étapes quand même. Hein. Il me dit, dans ton pipeline de déploiement, il y a deux étapes. Il y a l'analyse des composantes multiples, la première étape, et il y a une deuxième étape, c'est k-means. Ça, il faut le vérifier, ça. Il faut absolument vérifier que dans votre pipeline, là, il a bien sauvegardé les différentes étapes. Hein. Sinon, c'est pas valable, c'est pas cohérent par rapport à la partie modélisation. Une fois qu'est-ce qui se fait là, j'appelle le modèle que je viens de charger, hein, avec le pickle, là, toujours pickle, hein, j'ai utilisé pickle ici,
Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Et j'appelle predict. Si on n'avait pas fait, voilà, j'appelle predict et vous avez les clusters prédits pour le deuxième fichier, les 100 individus. Là, c'est le fichier des 100 individus, là. Oui, d'accord. Et donc, il a fait le moulinage. Le moulinage, c'est une ligne de code. Ah, c'est génial, Python. C'est génial, scikit-learn, hein. Une ligne de code pour faire ce moulinage-là. Voilà. Et une fois qu'on a ça, donc je vais compter pour les 100 individus. Il y en a 50 qui les ont rattachés à la groupe 1. Il y en a 49 qui les rattachés au groupe 0. Et il y en a un seul sur les 100 qui est donc rattaché au groupe 2, le groupe des indécis, si vous voulez. Ou le groupe de ceux qui ne se prononcent pas. Voilà. Alors, je reviens, hein. Ça, c'est je ne sais pas si tout le monde mesure bien l'intérêt de cette affaire-là. Si on n'avait pas ça, qu'est-ce qu'il fallait? Donc, ce qu'il fallait donc sauvegarder, si on travaille en PMML, par exemple, il aurait fallu sauvegarder donc toutes les moyennes conditionnelles. Mais, ok, mais les moyennes conditionnelles calculées sur l'espace factoriel. Et donc, il fallait sauvegarder également donc le modèle qui prend en entrée la description originelle, les différents votes, oui, non et tout ça, et qui permet de le projeter dans l'espace factoriel. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu faire un codage disjonctif complet, et ensuite, il faut appliquer les coefficients qui sont issus du disque et donc du codage disjonctif complet. Voilà. C'est faisable, hein, ça se fait sans problème. On peut le faire, ça. Mais le stress, le temps imparti très court, écrire tout ça ici, là, si je vous demande ça, c'est que je vous en veux vraiment. Bon, c'est pas le cas. On est bien d'accord là-dessus. Donc, avant de vous lancer dans une solution ultra complexe, regardez, c'est pas une solution plus simple. Parce que généralement, elle est liée, la solution plus simple. Bien sûr, hein, je suis pas non plus un tortionnaire des étudiants. Donc, si je demande quelque chose qui paraît demander des calculs extrêmement complexes, regardez s'il n'y a pas une solution plus simple. Parce que forcément, il y en a une. Il y en a une, hein. Dans un temps imparti. Sur un projet, oui. Là, je m'autorise à vous demander des choses extrêmement complexes. Mais là, vous travaillez sur un temps imparti, donc forcément, il y a une solution simple. Forcément, il y a une solution simple. Très bien. Donc, qu'est-ce qui reste après? Là, la prédiction, là, je vais le sauvegarder dans un fichier Excel. C'est ce que je fais là. Donc, je crée un data frame avec les prédictions avec donc les groupes affectés aux individus. Je crée la colonne cluster et je sauvegarde ici dans un fichier Excel. Boum. Et voilà. Regardons sur le disque de nouveau. Et là, il est 19h34 et on est bien 19h34. Vous avez bien vu, hein? Je l'ouvre. Voilà. Et vous avez ici, il y a bien 100 individus. 101 parce qu'il y a l'entête, hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. Et voilà. Donc ce déploiement-là est très important. Il fait partie du job. Il fait partie du job, hein. Regardons ici, hein. Cette étape-là, elle fait partie du job. Il faut absolument qu'on sache faire ça. Quelle que soit de toute manière la modélisation, que ce soit du clustering ou du supervisé, voilà, il y a toujours une phase de déploiement quelque part, hein. On va mettre en place nos outils dans les systèmes d'information. Ils n'ont pas vocation à rester dans les notebooks, hein. On est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, je mets tout ça en ligne. Vous avez les différentes étapes là. Ce qui est important, c'est avoir en tête, là pour le coup, je parle à mes étudiants en 2 secondes, c'est ces différentes étapes là, hein. Regardez bien, vous en êtes où à chaque fois. Il y aura forcément ces 3 éléments là. Voilà. Et pour la dernière partie là, je montre le schéma global et pour bien dire que, en réalité, votre modèle de déploiement, c'est un pipeline. C'est un pipeline qui, généralement, va intégrer une série d'étapes. Voilà. Donc la notion de pipeline qu'on a vue ici, elle est aussi très très importante, hein. Ça fait partie du message. Ça fait partie du message. De toute manière, j'ai prévu un TD là-dessus. Donc il n'y a absolument pas il y aura pas de mauvaise surprise. J'ai prévu un TD dans lequel je vous demanderai de créer un pipeline. Ça, c'est sûr. Comme ça, on l'aura fait au moins une fois. Mais un peu plus simple, on est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Bah là, ce sera un peu plus complexe après pour la séance 7. Mais les idées sont les mêmes, hein. De toute manière, il y aura pas je suis pas du genre à faire des mauvaises surprises de toute manière. Voilà. Bah, excellent travail à tous et excellente révision à tous.